Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à jouer les tours, les suites de l'affaire du tract de la théorie du genre. Le maire Frédéric Ogis a décidé de ne pas porter plainte. L'un des 4 électeurs qui a introduit une requête auprès du tribunal administratif d'Orléans s'exprime pour la première fois ce soir. Fusion des régions, suppression des départements à l'horizon 2021. L'annonce de Manuel Valls agite la classe politique. Qu'en disent nos présidents de département ? Comment se porte l'immobilier en Touraine? L'Union nationale de la propriété immobilière se réunissait hier soir pour faire le bilan de l'année 2013. Si les prix sont en baisse, les acheteurs ne sont pas pour autant plus nombreux. Bonsoir à tous. Frédéric Ogis a décidé de ne pas porter plainte. Je n'ai pas subi de préjudice personnel, a-t-il déclaré aujourd'hui dans un communiqué. Le maire de Joué-les-Tours au cœur d'une affaire embarrassante au début de son mandat, celle du tract de la théorie du genre. 4 électeurs proches du courant politique de Philippe Le Breton le soupçonnent d'être à l'origine de sa diffusion. Un recours administratif a d'ailleurs été déposé auprès du tribunal d'Orléans la semaine dernière. Nous avons rencontré l'une de ces 4 personnes qui s'expriment pour la première fois ce soir. Romain Delville. La procédure de protestation électorale est lancée à Joué-les-Tours. Un des 4 électeurs qui ont déposé le recours devant le tribunal administratif, Jean-Marc, les représente mais anonymement. Nous sommes 4 à avoir signé une protestation électorale qui porte sur les conditions de la diffusion de la propagande entre les 2 tours, et en particulier la diffusion d'un tract qui évoquait une théorie qui, à notre avis, n'existe pas. Et c'est donc le tract diffamant une enseignante de l'école Blottery qui se retrouve au milieu d'une procédure administrative. Diffusé le jeudi, il ne donnait pas le temps de riposter et rétablir la vérité sur les faits. Diffusé strictement dans 2 quartiers, la Rabière et le Maurier, très ciblés, tous les électeurs de Joué n'ont pu y avoir accès. Un autre motif de la protestation. Nous avons consigné dans la protestation le témoignage d'un électeur qui, entrant dans la cour d'école où avait lieu le scrutin, a vu des gens tenant en main le fameux tract, donc le jour de l'élection, ce qui est formellement interdit par le code électoral. Et quand les écarts sont réduits, les procédures de protestation électorale sont plus utilisées. Au soir du second tour, 206 voix séparaient Frédéric Ogis de Philippe Le Breton. Si on a un écart de voix qui est faible, de l'ordre de 5% ou moins, eh bien le juge sera très vigilant sur d'éventuelles manœuvres ou d'éventuelles fraudes dans le cadre des élections. Et là, c'est lequel à Joué-les-Tours? À Joué-les-Tours, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais je crois très clairement qu'on est à 200 voix d'écart à peu près, donc on doit être sur ce seuil des 5% d'écart. Au civil, Frédéric Ogis, le vainqueur du 30 mars, a décidé de ne pas porter plainte et déclare dans le communiqué ne pas connaître la teneur du recours administratif. Un recours qui pourrait conduire à une nouvelle élection et l'organisation d'un premier tour. Fusion des régions, suppression des départements à l'horizon 2021, acte 3 de la décentralisation abordée hier soir lors du discours de politique générale de Manuel Valls devant l'Assemblée nationale. Une annonce brutale pour certains élus qui créent l'agitation depuis hier soir. En Indre-et-Loire, le socialiste Frédéric Thomas parle d'une proximité mise en danger, tandis qu'en Loire-et-Cher, et c'est plus surprenant, l'UDI Maurice Leroy soutient la position de Manuel Valls et pose l'intercommunalité comme le modèle du futur. Florent Carrière. 2 présidents de département, 2 visions du découpage territorial et par conséquent 2 réactions au discours de Manuel Valls. À gauche, le président PS d'Indre-et-Loire, à droite, le président UDI du Loir-et-Cher. Et celui qui sonne la charge contre le Premier ministre n'est pourtant pas son opposant politique. C'est une grande incompréhension. Je pense que l'annonce, elle est brutale et pour les élus, difficile à accepter. On ne peut pas annoncer une grande concertation et en annoncer le résultat final. Je soutiens Manuel Valls dans cet effort, voilà. Et s'il prend des projets de loi à l'Assemblée nationale, bien que je siège dans l'opposition, mais une opposition constructive, eh bien je les voterai. La fin des départements, réforme annoncée dans une logique de coût. C'est ce que défend Maurice Leroy. Tout le dossier territorial doit être revu. Plus d'échelons administratifs égale plus de dépenses. La Cour des comptes a révélé que les régions, dirigées par le Parti socialiste, ont multiplié, tenez-vous bien, par 614% les dépenses de personnel
dans les régions. Je mets au défi le gouvernement de nous démontrer que la suppression des départements va générer des économies. La question aujourd'hui qui est posée, c'est que le modèle français, c'est celui qui repose sur le poids et l'intervention des collectivités locales. Pour Frédéric Thomas, c'est bien ce millefeuille administratif qui permet de financer l'économie locale. Pour le président de l'Indre-et-Loire, supprimer les départements reviendrait également à supprimer un échelon de proximité. Et les politiques sociales, comme l'avait dit bien entendu le président de la République, eh bien, sont incarnées par les départements. Et je crois que c'est l'espace pertinent sur ces questions-là. Il faut avoir des intercommunalités fortes, avec un bon périmètre, et ça peut remplacer le département sans aucune difficulté, parce que l'intercommunalité peut être l'échelon de proximité. Un rôle accru des intercommunalités, mais aussi des régions. Maurice Leroy applaudit Manuel Valls. De son côté, Frédéric Thomas compte bien peser dans le débat et défendre l'échelon départemental. Pour l'élu socialiste, la fin de la clause de compétence générale est suffisante pour réduire la dépense publique des collectivités, en redéfinissant clairement le rôle de chacune. Et François Bonneau a salué les mesures annoncées hier par Manuel Valls. Le président de la région Centre parle d'une avancée historique de la décentralisation. Il propose de créer une belle région Centre-Val de Loire. On l'écoute. Je dis qu'il faut renforcer cette identité ligérienne et qu'il faut que nous travaillions avec les élus, avec les populations pour conforter cette région Centre-Val de Loire autour du Val de Loire avec des départements qui pourraient nous rejoindre. Soit aller vers encore un peu plus à l'ouest, autour de la Loire, soit un peu plus à l'est, toujours autour de la Loire pour affirmer cette identité ligérienne et pourquoi pas les deux ouvertures. Les urgences du CHU de Tours peinent à se restructurer. Hier, les syndicats CGT et Sud ainsi qu'une délégation du personnel étaient reçus par l'ARS et la direction. Le problème, ils ne parviennent pas à tomber d'accord sur les modalités de ce plan de restructuration. Aurélie Renaud. 10 nouveaux lits à l'hôpital Bretonneau pour désengorger les urgences de Trousseau, auxquels s'ajouteront 10 lits supplémentaires fin 2014. C'est le premier volet du plan de restructuration des urgences du CHU de Tours. La mesure était jusque-là bien accueillie par le personnel et les syndicats si la direction n'avait pas ensuite choisi de modifier les effectifs, notamment au service de déchocage qui accueille les blessés graves. La direction propose d'enlever 2 lits au déchocage pour pouvoir dispatcher les infirmières. Et donc enlever, entre autres, une infirmière de nuit et une infirmière de jour au déchocage pour la mettre à l'accueil. Ce que refuse le service. Parce que, effectivement, ne serait-ce qu'un malade aigu, par exemple un polytraumatisé AVP, nécessite la présence de au moins 2 infirmières, si ce n'est 3. Pour la direction, la restructuration des urgences ne se réduit pas au nombre d'infirmières ou de lits dans cette zone de déchocage. Si elle prévoit de passer de 7 à 4 lits dans cette zone avec 1 à 2 infirmières en moins, c'est pour redéployer ces personnels sur un poste clé, les infirmières d'accueil et d'orientation. Parce que c'est un poste fondamental, ça s'appelle l'IAO, c'est un poste fondamental pour accueillir, débrouiller, diagnostiquer en premier niveau et orienter ensuite les patients en fonction de leur criticité dans les bonnes zones de prise en charge des urgences et d'évaluer les délais d'attente qu'on peut gérer. Donc cette fonction d'IAO, elle est fondamentale et on a besoin de la renforcer encore. Enfin, pour réaménager le service, la direction compte s'appuyer sur les conclusions d'un audit réalisé par la Société française des médecins d'urgence. Cet audit aura lieu fin juin au sein de l'unité de déchocage de l'hôpital Trousseau. Du nouveau dans l'affaire de Bléré, le trentenaire qui a reçu le week-end dernier une pierre à la tempe avant de tomber sur une plaque en fer est toujours dans un état critique à l'hôpital. L'auteur du jet de pierre, âgé d'une trentaine d'années, lui aussi a été mis en examen pour violence avec arme et placé en détention provisoire. Il soutient la thèse de l'accident. Le parquet de Tours a ouvert une information judiciaire. Et puis à Celles-sur-Cher, les 2 hommes impliqués dans une altercation dimanche pour une simple place de stationnement ont été condamnés. L'auteur du coup de
feu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 4 fermes avec mandat de dépôt. L'homme qui l'accompagnait à 12 mois, dont 3 fermes à exécuter sous bracelet électronique. Le procès en appel de 3 faucheurs d'OGM volontaires se tient en ce moment même à Orléans. Souvenez-vous, les faits remontent à 2012. Ils sont accusés d'avoir détruit des parcelles de tournesol à Saint-Bran et à Saurigny, en Indre-et-Loire. Je vous rappelle que lors du premier procès, les 2 faucheurs avaient été condamnés à 5 000 € de dommages et intérêts et 3 mois de prison avec sursis. Le 3e avait été relaxé. Bouygues ne renouvelle pas son contrat avec GMT, l'entreprise Tourangelle Grand Marché Technologie, sous-traitant pour le réseau Bouygues depuis 1996. Résultat, 8 boutiques s'apprêtent à fermer leurs portes, une vingtaine d'emplois disparaissent en région centre, à Tours, Châtellerault, Romorantin, Vendôme, Vierzon, Angers, Châteaudun et La Flèche. L'immobilier en Touraine, l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière, se réunissait hier pour faire le bilan de l'année 2013. Si les prix sont en baisse, les acheteurs ne sont pas pour autant plus nombreux. 15 à 20% des propriétaires surestiment leurs biens, ce qui participe notamment à scléroser le marché. Autre point important, des disparités entre les secteurs Halles, Cathédrale, Prébande et Beaujardin, Velpeau, Bretonneau. Anaïs Michaud. Bilan de l'année 2013 pour le marché immobilier, la situation n'est pas catastrophique, mais il connaît quelques difficultés. Le marché de l'accession est moins touché que celui de l'investissement et le secteur rural plus impacté que Tours et son agglomération. Globalement, les prix dans le neuf comme dans l'ancien ont baissé de l'ordre de 3%. C'est donc le moment d'acheter, semble-t-il. Pourtant, les volumes des transactions ont chuté de 10% par rapport à 2012 et les acheteurs sont de plus en plus frileux. Entre la mise en vente et la signature de la promesse ou du compromis, si vous voulez, auparavant, il fallait patienter aux alentours de 3 mois. Aujourd'hui, ça peut être beaucoup plus long, mais en fonction de la qualité du bien que vous avez. Si votre bien est en mauvais état, trop cher, etc., avant de vous rendre compte qu'il est trop cher et de le baisser, vous pourrez attendre 6 mois, 1 an. Après, c'est le marché qui a raison. Les acheteurs potentiels ont aujourd'hui de nouveaux critères pour juger de la valeur d'un bien. Les acquéreurs ont maintenant en matière énergétique des exigences qu'ils n'avaient pas avant. Et donc si vous avez des biens anciens, mal isolés, sur lesquels vous n'avez pas fait les travaux nécessaires pour les maintenir à niveau, eh bien oui, là vous aurez des difficultés pour vendre ou vous serez obligé de faire des efforts sur le prix. Dans le locatif, on observe une baisse des loyers de l'ordre de 0,3% pour arriver à 10 € du mètre carré en moyenne. Enfin, il faut noter l'effet tramway avec la revalorisation du secteur de Tours Nord où les logements sont neufs et bien desservis au détriment de Tours Centre notamment. Et on termine ce journal avec ces images au musée de la préhistoire du Grand Pressigny. Bête à tout faire, c'est le nom de l'exposition que vous pourrez aller voir dès samedi. Une exposition qui revient sur les animaux de la préhistoire et leur rapport à l'homme. On écoute le directeur du musée au micro de Florent de Brito. Ce mammouth, c'est un squelette qui est constitué à partir de 2 squelettes de mammouth authentiques, qui viennent de Sibérie et qui vivaient il y a plus de 10 000 ans en Sibérie. Dans cette exposition, les visiteurs pourront partir à la découverte de ce qu'était pour les hommes préhistoriques la ressource animale. C'est un terme très global, mais c'est comme ça qu'ils envisageaient les animaux. Ils les chassaient pour la viande, bien sûr, mais ils les chassaient aussi et surtout pour l'ensemble des matières animales qu'ils allaient pouvoir récupérer. Les os, les viscères, la cervelle, la peau, les tendons, tout va servir à l'homme préhistorique pour se fabriquer des objets. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain.